Bonsoir. Une altercation entre jeunes et gendarmes tourne au drame dans la localité de Gonaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en dit le commandement supérieur de la gendarmerie? La réponse en tout début d'émission. Et qu'est-ce que le recel? Que dit la loi à propos de ce délit? Mélissa Didier nous en parlera tout à l'heure. Et ce soir, il sera question du Bureau du Québec à Abidjan. Madame Marliba, directrice Bureau du Québec à Abidjan, sera en notre compagnie pour nous parler de ses mandats, de ses actions en Côte d'Ivoire et bien d'autres points. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, on est de plein pied dans cette semaine-là qu'on a entamée hier et on est très très heureux d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro du Live Talk. Hier, on promettait d'être là aujourd'hui, eh bien, nous tenons promesse et ça nous fait à nous-mêmes déjà plaisir et je suis sûr que ça vous fait plaisir chez vous à la maison. Mazuetim est au taquet. Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Très bien, merci. Très très bien. J'ai découvert depuis un moment que vous avez sur beaucoup de points un regard très scientifique. Et ça me fait plaisir. Oui, vous savez, je suis effectivement, je pense que j'ai un esprit scientifique. Ouais, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien pousser la réflexion sur certains points. Ouais, Quelqu'un de cartésien? Pas vraiment, je dirais Non, pas que je suis cartésien, mais je suis prêt à faire don de mon corps à la science s'il le faut. Pour ça, Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Et vous-même? Ah, ouais, très très bien. Et notre petite fourmi, Rayana Assi, est avec nous. Et quand elle a la parole, en général, c'est pour sa petite info. Oui, et une petite info, mais ce soir c'est une grande info. Oui. C'est l'ouverture du plus grand salon du beau, du chic, de la beauté, de l'élégance, de tout ce qui est anse, vraiment. Vous avez dit bien-être? Vous avez dit J'avais bien-être oublié aussi? de dire bien-être, le Bien-être, bien-être. Ah oui, toi tu le signifies bien parce que ça t'a Je suis un marqué. adepte Ça m'a des marqué. passages. C'est l'ouverture Oui, du oui. Lifestyle and Beauty Festival, donc qui s'est déroulé le week-end dernier, donc du vendredi au dimanche, donc 21 au 23 mai. Et donc on a pu voir. Vous me permettez Oui. de vous retirer votre info quelques Oui. secondes? Oui. Alors, je vous la retire parce que j'ai envie de poser une question, parce qu'on y était tous. Hein. Ouais. Chacun sur ce plateau-là a retenu quelque chose de ce salon. Ouais. Vous, évidemment, je vous la redonne la parole. Qu'est-ce qui vous a... C'est vraiment. Il y a eu Ah, beaucoup de écoutez, choses. voilà hein. que je dis. Moi, je dirais. Il y a vraiment eu beaucoup de choses, mais c'est Ouais. surtout en fait de voir tous ces créateurs locaux et même de la sous-région réunis en un seul espace. C'est une très très belle plateforme et une belle opportunité. Madame Bleu, J'ai aussi beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a eu un énorme succès. Donc, c'est dans les yeux d'Edith. explosion, Hein, le réseau et social. Ouais. effectivement dans les yeux d'Edith, explosion de couleurs parce que on a eu beaucoup de participantes, mais au-delà des participantes également, on a eu des invités, on va dire VIP, qui ont marqué de leur présence cet événement inédit. Et donc je dirais explosion de couleurs et de glamour. Monsieur Kouachi. Moi, je dirais la soi-disant idylle naissante entre VG Dream et MalOS. Mais bon, je rigole. Mais non. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, en fait, ce que je retiens, c'est que ça part d'une histoire de lifeuse. Donc, cette télé-réalité qu'on a découvert sur Live TV, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme quoi, oui, on veut faire comme les autres, comme les Européens, comme les Américains. Comment est-ce que ça éduque nos jeunes sœurs? Qu'est-ce que ça leur apprend de positif? En montrant que la vie des filles qui se baladent avec des sacs, On débouchait sur Louis quoi? Vuitton et tout. Les gens Ouais. ne se posaient même pas la question, on débouchait sur quoi? Ils ont commencé tout de suite à fustiger. Alors qu'en gros, il y avait ce festival sur lequel on devait déboucher qui nous a permis de découvrir, en tout cas pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, les businesswomen Quelles qui se sont. cachent derrière Oui. ces jeunes filles-là qui sont super adulées. Et j'ai surtout remarqué l'amour que les Ivoiriens portent à Emma Loès, qui est notre C'était star, c'est ma star à incroyable, moi, c'est une c'était star à nous tous. incroyable. J'adore Et cette c'est de voir justement la concrétisation, en fait, ce que se mettre ensemble en fait peut donner comme fruit. C'est vraiment magnifique parce que ce salon aujourd'hui, c'est une belle plateforme pour tous les créateurs. Je le disais tantôt, qu'ils soient locaux ou internationaux aujourd'hui pour se faire voir. Et c'est une belle visibilité qu'il y a eu. Mais on oublie la partie des affairages. Il y a eu affairage là-bas, Brice. Tu peux nous en dire plus? Comme Non, quoi, non. Chacun y allait avec son regard. Voilà. En tout cas, belle affluence
l'affluence. Hein. Moi, je me dis, pour une première édition, on se disait peut-être que les gens allaient un tout petit peu bouder leur plaisir, ils allaient se poser des questions, mais non. Côté l'affluence, on a vu de nombreuses personnes de toutes formes d'obédience qui se sont rendues à ce festival-là. Et même des personnes peut-être auxquelles on ne s'attendrait pas, par exemple, je prendrais l'exemple de Monsieur Bleu, par exemple, qui est peintre, mais qui allait visiter avec sa fille l'exposition, les stands, le et festival tout. de la Voilà, beauté. S'il est comme moi, qui aime le beau, c'est un peintre, parnassien devant l'éternel, le beau. Et moi, par exemple, je suis allé pour travailler, mais il y avait une bonne raison, il y avait le bien-être, et ce côté-là. Et je pense que les participants ont fait de bonnes affaires également. Je n'ai pas été le seul, certainement, à être massé, mais nous fûmes massés. C'est le cas de le dire. Bon, allez, on dit tout ça. Merci, Rihanna, pour la petite info. On va tout de suite démarrer avec notre traditionnel point. Avant de recevoir notre invité, tout de suite, voici le Life Actu. Et c'est avec vous, Rihanna, qu'on va aborder ce point du Life Actu qui, malheureusement, met en scène des gendarmes dans un drame. C'est ça. Encore Alors une on part sur un sujet un peu plus sérieux et on va parler justement de cette altercation qui a eu lieu dans la nuit dernière entre des gendarmes et des jeunes. Et malheureusement, au fruit de ces altercations-là, on a pu déplorer la mort d'une personne. Et donc, alors pour revenir un peu sur les faits, c'est un drame qui est survenu dans la localité de Gonaté, donc à quelques kilomètres de Daloa. Et donc, il faut savoir que des commandants ont été dépêchés sur le lieu justement pour apaiser les tensions qui s'y prêtaient. On a pu lire dans le communiqué du commandement supérieur de la gendarmerie que les 2 gendarmes qui ont causé justement la mort de la victime ont été immédiatement mis aux arrêts et qu'une enquête a été ouverte par le tribunal militaire afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et surtout de pouvoir situer les responsabilités. Alors il faut dire que les médias s'en sont mêlés. On a vu pas mal de rumeurs quand même sur les réseaux sociaux, beaucoup de spéculations parce qu'on n'a pas encore les faits exacts et réels. En tout cas, certains estiment que le drame se serait produit dans l'exécution soi-disant de la sanction disciplinaire qui avait été infligée aux marches, justement, qui avait été infligée aux élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie dont on avait parlé. Et puis d'autres affirment que les stagiaires faisaient une pause qui avait été accordée par leur hiérarchie aux environs de minuit. Et ce serait justement lors de cette pause-là que ça aurait justement débouché sur ces formes d'altercation entre gendarmes. Mais c'est surtout ce qui est important de dire, c'est jeunes. que pour cette fois, ce ne sont pas ces stagiaires-là qui sont mis en cause, mais leurs encadreurs qui se seraient donc extirpés du groupe pour des raisons personnelles. Et donc, c'est à la suite de ce mouvement-là qu'il y a eu malheureusement ce drame-là. C'est ça. C'est vrai, vous avez parlé beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations et même souvent des tentatives de lien entre plusieurs faits. En tout cas, pour retenir donc les faits, et ça, vous en parlez tout à l'heure, il y a eu donc une mission d'apaisement. Parce que, Tout commandant. Alors, voilà, parmi justement ces spéculations, on a pu voir des personnes qui étaient peut-être sur les lieux qui ont affirmé justement que le coup de feu serait parti accidentellement et que ce n'était pas justement intentionnel, bien que ça a été... En tout cas, les différentes enquêtes dans l'enquête qui en cadre, cours permettra de situer les responsabilités Tout à fait. et de savoir exactement les circonstances dans lesquelles s'est passé déjà, pardon, première le disposition drame. prise Voilà. par le commandement supérieur de la gendarmerie, c'est de mettre C'est la mise aux arrêts. des personnes concernées. Donc, ils seront Et présentés l'ouverture devant le de tribunal l'enquête. militaire. Voilà. Donc, mais ce que je retiens aussi, c'est que bon, c'est un fait divers. On a beaucoup de faits divers de ce genre qui impliquent soit des policiers ou des gendarmes contre des civils, malheureusement. Et c'est un cas de plus. On a dit que c'était en marge de la marche punitive des élèves sous-officiers qui viennent d'Abidjan, qui sont passés par Yamoussoukro et qui sont arrivés ce matin, donc ce mardi matin, à Daloa. Je crois que c'est à l'école de gendarmerie de Torogwe, donc à 20 km, une localité qui est à 20 km une vingtaine de kilomètres de Daloa. Dommage, c'est triste, c'est une triste nouvelle et en tout cas pensez pour les parents de la victime également. Malheureusement, j'insiste cette lorsque vous dites situation... que c'est un fait divers. Vous ne le dites pas pour banaliser non, la pas pour banaliser, pas absolument. C'est important qu'on précise. Pas pour banaliser la situation, effectivement. pas pour banaliser la situation, mais ce genre de choses arrivent. Malheureusement, c'est un drame. On le voit souvent à la 4e de couverture de certains journaux. Le plus important,
en ce moment, pour le commandement de la gendarmerie, c'est de pouvoir situer les responsabilités, savoir exactement ce qui s'est passé pour que les parents de la victime puissent également avoir la vérité dans ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, que ce fait ait découlé justement des sanctions ou pas, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même un fait qui devient récurrent quand on sait que la dernière fois on a eu justement ces incidents avec les élèves gendarmes et qu'aujourd'hui on a cet incident avec encore la profession de la gendarmerie à laquelle on colle cette étiquette. Est-ce qu'aujourd'hui... Le commandement supérieur a été sollicité déjà. Oui, c'est sûr, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la population ne va pas aller vers un manque de confiance justement dans le corps de la gendarmerie quand on entend justement tous ces incidents se produire? Moi, c'est une question que je me pose parce que aujourd'hui, si on estime qu'ils sont censés nous protéger, mais en plus dans le cas et que c'est eux qui sont en altercation avec des jeunes, justement, qui était réputé. Voilà, on n'entendait pas beaucoup, en tout cas à mon sens, justement, on n'entendait pas beaucoup parler de faits divers, de bévues concernant les gendarmes. Raison pour laquelle, par exemple, le choix ils ont été commis s'est justement porté sur les gendarmes pour pouvoir faire les examens du permis de conduire. Pardon. Donc, entendre ça, déjà on a eu ce cas avec les élèves gendarmes qui ont un peu brutalisé les populations au niveau d'Adjamé. Ils ont été punis, ils sont sur le chemin, ils arrivent à Daloa et malheureusement on a ce drame. C'est eux, quand même. En tout cas, le commandant supérieur de la gendarmerie, je pense qu'il suit la situation de près, il est très réactif et je pense qu'il n'a pas envie que son corps d'armée, ce corps d'élite, la réputation de ce corps d'élite soit entachée. C'est ça. Alors c'est drame. Très bien. En tout cas, on va suivre, Rihanna, vous vous êtes commise à la tâche. On va suivre de très près les résultats de cette enquête-là, parce que cette enquête-là va nous sortir et puis on aura l'occasion de revenir sur cette question-là au besoin. Merci beaucoup. De rien. Bon, alors là, il est temps pour nous de recevoir, tiens, je me rappelle que je n'ai pas ma montre, Mélissa Djedje, pour nous dire ce que dit la loi à propos du recel. On se rattrape pour mardi passé. Voilà, on se rattrape, je pense que c'est ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Mélissa. Oh là là, le gars. Qu'on me dise que je ne Il suis est pas. trop gentil, Serge. Trop J'avoue gentil. que l'homme sait le saisir. Voilà. Je vais me faire taper sur les doigts par la réalisatrice, mais bon, Non, ça va. galanterie oblige. Elle comprendra, Eliane. Bonsoir Mélissa, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va Très très bien. Bon, on parle de recel. C'est quoi le recel? À quel moment on parle de recel? Et la question d'Edith en général, c'est qu'est-ce qu'on encourt? Les conséquences. Alors selon la loi, constitue le recel en fait toute personne qui dissimule, détient ou encore, transmet une chose ou se fait l'intermédiaire en fait dans la transmission d'une chose qui sait en fait être le produit d'un crime ou d'un délit. Ou encore une personne qui bénéficie des produits d'un crime ou d'un délit sachant en fait la provenance. Bon. Donc, qu'est-ce qu'un crime et un délit? En fait, ça peut être le vol, ça peut être l'abus de confiance qu'on a vu mardi passé, ça peut être un chantage. Donc, tout ce qui... ça peut être très large. Mais on va garder, par exemple, l'exemple du vol parce que je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Oui, C'est peut-être plus récurrent. c'est ce que je Oui, voulais dire. effectivement. Alors, quelqu'un vole un téléphone, c'est ça? On va aller sur un cas pratique. Il vole un téléphone, je le revends à Serge à 30 000 pour un téléphone qui coûte 700 000. Là, clairement, oui. Ouais. Donc, en fait, Non, mais, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le recel, en fait, c'est la conséquence d'une autre infraction. Donc, pour être dans le recel, il faut déjà qu'il y ait une infraction. Donc, par exemple, là, ça va être le vol. Et ensuite, dans le recel, il faut que la personne, pour être accusée de recel, donc pour être considérée comme un receleur, il faut qu'on ait la connaissance, en fait, qu'il y ait eu, que le produit en question soit issu, en fait, d'une infraction. Donc, dans le cas ici, d'un vol. On pourrait dire, oui, mais je n'ai pas posé de question, moi je ne le savais tout simplement pas. Mais on peut prouver la connaissance, en fait, que ce produit a été mal acquis, d'une certaine façon, par les circonstances. Parce que quand on vient vous vendre un téléphone de 700 000 à 100 000, En fait, on ne devait pas vous accuser de recel, mais de stupiderie. Vraiment stupide, de stupidité, excuse-moi. non, pourquoi? D'autant plus que vous achetez un téléphone, mon cher, vous faites Non, mais une bonne affaire. est-ce que celui qui bénéficie des fruits du recel est inculpé, sachant qu'il n'est pas forcément au courant? Je veux dire, si on me revend, je ne sais pas, un véhicule, par exemple,
qui malheureusement a été volé. Et je ne suis malheureusement pas informée, je ne connais pas la provenance, mais bon, là, forcément les papiers, est-ce que je suis incriminée également? Est-ce que je Alors suis c'est coupable également? circonstanciel parce qu'en fait, il faut au minimum faire des recherches. C'est-à-dire que moi, si tu me vends par exemple un téléphone, tu n'as pas la facture, elle n'est pas dans la boîte, tu n'as pas le chargeur par exemple, tu me vends ça à un prix qui est dérisoire, vient l'interrogation, toute personne se douterait, mais à savoir, est-ce que il est vraiment propriétaire? Pourquoi le vend-il aussi moins cher et dans de telles circonstances, par exemple? Et dans le cas de la voiture, Vous vendez normalement, une il y a voiture, des, il y a des papiers. vérifications à faire. Donc, à moins que justement ces papiers-là aient été falsifiés. Là, dans ce cas-là, oui, vous n'êtes pas dans la connaissance. On ne peut pas vous accuser d'avoir su. Mais si à un moment donné, vous aviez même de bruit à oreille, par exemple, cette personne vous a été recommandée parce qu'on te dit, ah, tu vas faire une bonne affaire, il a un circuit là. Tu vois? Donc, il y a là déjà un doute. Donc, si on est capable de prouver éventuellement que vous aviez la connaissance, donc la connaissance, ce n'est pas forcément une connaissance directe, c'est que ce qu'on appelle justement en droit quelquefois l'aveuglement volontaire, c'est qu'on sait, on devrait poser la Et on question ferme les yeux parce qu'on dessus. s'en doute, mais on fait juste changer le regard. Oui, mais moi je pense que ce qui est délicat justement dans ces cas-là, c'est comment est-ce que je prouve que Serge savait que ce téléphone était volé? Je vous dis que Mais je ne suis pas justement, stupide. Moi, comme- j'achèterais pas un téléphone de 700 000 à 30 000. C'est Franchement. seulement une bonne opportunité. Ah non. Mais voilà. Sur ce donc- côté-là. Mais en fait, c'est un peu ce que j'explique. Donc, ça va être plus circonstanciel dans la plupart des cas. Donc, je prends un exemple, justement, on a le cas, hein, je pense, on va au marché, on va au black, par exemple, on a le petit, là, receleur. Enfin, il n'est pas encore accusé, on n'a pas encore prouvé, mais j'ai le petit, là, qui me vend un téléphone, qui me dit, ah, la vieille mère, j'ai ce téléphone-là, regarde comme il est joli, etc. Moins cher, 25 000. Alors que je sais qu'à la base, ce téléphone-là, par exemple, coûte 150 000. Donc, déjà, il y a une interrogation. Quand je le vois, il est au coin de la rue, il cache, il n'est pas à visu de tout C'est un pas dans chacun. une boutique, Voilà, officiellement. C'est souvent les vendeurs ambulants qu'on voit au feu, au carrefour. Ouais. Donc, il y a des interrogations. Donc, éventuellement... Alors, des charges au JASA, ils ne sont pas tous comme ça. hein. Salut, Oui, les gars. effectivement, ils ne sont pas tous comme ça. Donc ça, c'est un exemple parmi Ouais, mais tant bon, d'autres. Ou, disons même, hein, on va aller encore à un exemple plus cocasse, mais on connaît les brouteurs. On a ce phénomène qu'on appelle dans notre jargon les brouteurs qui sont en fait des fraudeurs. Mais en fait, on n'a pas juste voleurs. le fait d'acheter, mais le fait de bénéficier d'un produit issu. Donc, je prends juste un exemple, l'entourage Lego. de quelqu'un, d'un fraudeur. Donc, admettons, par exemple, ses Lego. copines, la copine qui sait éventuellement ce que son copain fait comme activité et qui bénéficie soit d'argent ou encore d'un bijou, téléphone d'un qu'il a cadeau. acquis en fraude, etc., ou d'un bijou, d'un cadeau, pourrait être dans le cadre d'un recel. Ah, ça, c'est un détail quand même. Moi j'ai une petite question. Moi j'ai Oui. une petite question Juste qui avant de colle un peu terminer. avec l'actualité. Dans le cadre d'un accident dû à de l'excès de vitesse, est-ce que les personnes qui se trouvaient dans le véhicule à la place des passagers sont dans le recel? Pourquoi? Parce ont qu'ils pas- sont là, ils ont vu bien que c'était un excès de vitesse qui a mené justement à un drame. Est-ce qu'ils sont dans ce Non, cadre bon, recel? là, en fait, la définition du recel, Non. c'est détention, Ils n'ont pas volé la vitesse, en fait. Voilà, ça, c'est ou, notre. voilà, Voilà, on est la dans un voiture autre n'est pas volée, contexte. par contre. Ok, Voilà, d'accord. donc on est vraiment dans un autre contexte. D'accord, Voilà. ok. Bon, donc, on sait, et comme elle aime bien les moralités, je vais lui ramener la question de la moralité à Réana. Alors, moralité, chaque fois qu'on fait un achat ou chaque fois qu'on nous propose quelque chose, On Questionner vérifie bien. l'origine. questionner Questionne. l'origine, c'est important. Et puis si on sait, on ne fait pas Maintenant, semblant quelles de sont pas les peines savoir. encourues quand on est attrapé, quand le receleur est Alors, attrapé? le recel, de manière générale, c'est 1 à 5 ans de prison, 300 000 à 3 millions d'amendes. Maintenant, pour le cas de vol, qui est le plus général, on encourt entre 5 et 10 ans de prison et 300 000 à 3 millions d'amendes. Très bien. Donc, il faut faire attention. Merci, on va retenir ça. Merci Mélissa Djedje, merci d'avoir Merci, été en notre Chris. compagnie. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, je ferai très attention à qui me vend quoi. Surtout Serge. Madame Marly Barrel nous a rejoint sur ce plateau. Je rappelle qu'elle est la directrice bureau du Québec à Abidjan. Bonsoir madame. Bonsoir, Merci d'être en notre compagnie ce soir. ça fait Merci plaisir d'être là. d'accepter d'éclairer la lanterne des uns et des autres à propos déjà des relations entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Comment se portent les relations déjà? Mais elle se porte très bien. Le Québec, évidemment, suscite beaucoup d'enthousiasme auprès des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont étudié ou envoyé leurs enfants étudier au Québec. Donc, c'est de bonnes relations très cordiales. Nous nous sommes ouverts ici depuis novembre 2017. Nous avons une entente en bonne et due forme avec le gouvernement ivoirien. Donc, c'est une entente bilatérale. Nous sommes considérés comme une organisation internationale.
Donc, nous sommes ici pour représenter officiellement le gouvernement du Québec auprès des instances ivoiriennes. Donc, Vous faites bien de le dire parce qu'il y a une petite précision qu'on va faire pour nos téléspectateurs. Canada, Québec. Oui. Comment on présente ça à nos téléspectateurs? Alors, le Canada, c'est un pays fédéral, ok? C'est un pays fédéral avec une constitution fédérale. La constitution, il y a des champs de compétences fédérales, il y a des champs de compétences provinciaux. Donc, chaque province, les provinces ont des champs de compétences. Par exemple, la santé, c'est un champ de compétences provincial, tandis que si on prend par exemple les transports interprovinciaux, ça c'est de compétences fédérales. Les banques, c'est de compétences fédérales. Donc, chacun joue son rôle dans son champ de compétences. Donc, ça c'est déjà une très grande différence. Et c'est inscrit dans la Constitution canadienne. Donc, nous, le Québec, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est considéré champ de compétences au Québec, on a décidé de le faire à l'international. Donc, c'est ça la doctrine Gérin Lajoie, c'était un vice-premier ministre qui a exprimé cette doctrine-là. Et puis, c'est le fondement même de notre présence à l'international. Donc, aujourd'hui, nous avons 33 représentations dans 18 pays différents, dont 3 en Afrique, donc une représentation à Rabat, une à Dakar et une ici. Très bien, on est chanceux. L'ouverture s'est faite, vous avez dit, en novembre 2017, donc Oui. on peut dire que c'est récent. Pourquoi un bureau maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Pourquoi maintenant? Il faut noter que nous avions déjà une présence ici depuis les années 70. On avait un bureau du Québec qui était situé à l'intérieur de l'ambassade du Canada. Donc, dans les années 2000, en tout cas, ça a été fermé. Et puis, nous avons décidé de nous ouvrir vers l'Afrique. Il y avait juste... avant 2017, en fait, avant 2016, il n'y avait pas de représentation en Afrique, tout simplement. Donc, on a décidé de faire un retour en Afrique. On a ouvert une représentation à Dakar et une année plus tard, on a ouvert ici. Donc, c'est vraiment pour diversifier d'abord les marchés, parce que vous savez, avec l'avènement aux États-Unis, nous, on a on a un marché très important qui est les États-Unis. Et il nous est apparu de vraiment diversifier davantage, donc d'aller vers des marchés nouveaux dans l'Afrique. Donc c'est ce qui a suscité vraiment l'engouement de venir en Afrique. Alors généralement, quand on entend Québec ou Canada, on pense directement au service d'immigration, parce que c'est pratiquement ce qu'on sait. Oui. Mais quels sont les autres services justement qu'on pourrait retrouver dans ce bureau du Québec? Mais nous, en fait, c'est des relations bilatérales. Nous, on fait la promotion économique du Québec, du gouvernement du Québec, de tout ce qu'on a à offrir comme expertise. Par exemple, nous avons choisi des secteurs sur lesquels on veut intervenir. Nous sommes en train de mettre sur pied une vision, une stratégie Afrique, une stratégie territoriale. Quels sont ces secteurs? En quelques lignes? Il y a des secteurs prioritaires, des secteurs transversaux, des secteurs... donc, les secteurs prioritaires sont 5. Il y a l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et tout ce qui est technologie propre. Nous avons le numérique aussi, les technologies de l'information. Donc, ce sont ces secteurs-là qui sont prioritaires pour nous. Maintenant, comme je le disais au début, l'éducation, c'est un des domaines de compétences provinciales. Donc, celui-là, on le prend de façon transversale, c'est-à-dire que pour chaque secteur, si la formation professionnelle, on peut l'insérer là-dedans, ben on l'insère. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire l'éducation ou la formation professionnelle. C'est notre domaine, c'est notre créneau. Donc, ça c'est un des points. Et puis, il y a d'autres secteurs aussi, comme l'autonomisation des femmes. Ça, c'est quelque chose de très important pour le Québec. D'ailleurs, au niveau des représentations du Québec, on a même dépassé la parité au niveau des chefs de poste. Mes collègues, au niveau des 33, là, on a dépassé la parité pour les femmes. Donc, je ne sais pas, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'homme? Ah tiens, il faut rétablir la parité. Donc, c'est comme ça, on salue ça. On salue, oui, on salue. Et puis, on espère que ça va être pareil dans les pays avec lesquels on fait affaire. Aussi, évidemment, tout ce qui est changement climatique, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le Québec, c'est une province très verte.
ne sais pas si un d'entre vous est déjà parti au Québec ou a Wow. l'intention d'y aller. Oui, là, par Mais contre, Moi, j'ai remarqué. c'est toute la délégation. L'intention, ça, c'est... L'intention, c'est toute la délégation. Je ne sais pas trop, hein, avec les températures. Mais il fait Non, mais très en beau, été, c'est ça un fait très très beau beau, pays. franchement, Ouais, ouais. c'est ça. C'est, Retenez qui n'a pas trop besoin d'y aller. ce qui est Généralement, bon, c'est à ce genre de personnes qu'on donne des visas. Et on n'est Qui ont pas trop que le envie d'y aller pour français, c'est rester très là. agréable. c'est très agréable. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a de grands espaces verts, et puis on a les 4 saisons. Ça, c'est vraiment agréable, ce changement de climat-là. En tout cas, moi, j'aime ça. Bon, je voulais, s'il vous plaît, madame, qu'on présente de façon très, très pratique pour le téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui l'implication du Bureau de Québec pour l'Ivoirien. Vous dire aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, vous intervenez, vous avez dit tout à l'heure, dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que vous faites de façon très concrète? Est-ce que pour l'éducation, vous financez des projets de formation d'élèves, d'étudiants ici ou là-bas? Comment ça se passe? Pour en rajouter ta question, quelles sont les réalisations que vous avez faites depuis que vous avez Oui, ouvert? en fait, nous avons eu plusieurs choses depuis qu'on a commencé. Nous avons, depuis 2017, on lance des appels à projets bilatéraux. Donc, nous avons financé une dizaine de projets depuis. D'ailleurs, en 2018, nous avons financé le film La Nuit des Rois. La Nuit des Rois qui a été, c'était au tout début, hein, ils venaient en prospection et tout. Donc, nous, on les a accompagnés dès le début. C'est pour ça qu'ils sont très contents. Ils nous disent souvent, vous avez cru en nous, vous nous avez permis d'aller très loin. Le film a été présenté par la Côte d'Ivoire aux Oscars cette année. Donc, nous sommes très, très fiers de ça. C'est sûr que nous finançons des projets qui ne sont pas d'une grande envergure en monétaire, mais c'est des projets très structurants qui permettent aux promoteurs d'aller très loin. Dans les domaines que vous avez cités, l'éducation, Oui, lui, c'était dans la culture. La culture, Oui, éducation. c'est ça, éducation. On a parlé de l'éducation avec l'installation récente de la bibliothèque De conteneur la au collège bibliothèque d'enseignement conteneur, technique à Beauville. oui, à Beauville. On a été là, c'était très bien aussi. Vous avez financé par exemple le réseau des femmes dans le secteur minier pour la promotion de l'apiculture aussi. Oui, ça c'est avec l'autre volet qu'on vient de mettre sur pied, c'est le programme d'initiative locale. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, on finançait un partenaire ivoirien, un partenaire québécois, pour qu'il puisse réaliser un projet en Côte d'Ivoire. Maintenant, on a mis sur pied le programme d'initiative locale. Là, vraiment, c'est des projets locaux qu'on finance directement. Donc ça nous a permis d'avoir une grande visibilité aussi. et vous allez vers les personnes qui portent les projets, vous les identifiez, ou bien c'est eux qui viennent vers vous C'est eux qui viennent. sur votre site web parce que vous avez publié un Oui. appel à projet? Oui, en fait, il y a plusieurs façons de publiciser la chose. Par exemple, pour l'appel à projet, on le lance sur notre site web, on le lance un peu partout sur nos canaux. Quelle est l'adresse du site web? Québec, c'est long, Québec d'accord. International. On va pas donner avant la Ok. fin de Oui, l'émission, c'est pas de ça. problème. Donc, on lance sur notre site web, on lance sur nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, on est un peu partout. Le ministère aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, on a un gros ministère derrière tout ça qui relaie l'information au niveau de leur site web là-bas. Et puis nous, on continue ça en boucle. Et d'autres fois, on envoie l'information à nos partenaires. Directement. On a un mailing list, on peut leur envoyer, voilà, ça c'est sorti. Et puis, mais c'est très public, c'est très transparent. Au niveau du programme d'initiative locale aussi, c'est la même chose. Des gens qui nous avaient sollicité, par exemple le FEMICI, ils nous avaient sollicité pour un projet, puis là, ils sont tombés vraiment à pic. Et là, on leur a dit, tiens, on vient de mettre sur pied ce programme-là, donc vous avez jusqu'au 31 mars pour appliquer dessus. Donc, c'est vraiment très transparent. Il faut suivre nos réseaux sociaux. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit, mais à partir de maintenant, je pense que vous allez, nous suivre. Absolument. Et puis vous, peut-être, là, après cette émission, on verra dans quelle mesure nous, on va relayer en plus maintenant de vos réseaux sociaux pour étendre un tout petit peu le domaine d'information, pour toucher un plus grand nombre de personnes. Il y a des actions, vous en parliez tout à l'heure, pour le changement climatique, c'est ça?
Oui, en fait, on a... Pour la lutte contre le changement climatique, c'est important. C'est ça, c'est ça. On a mis sur pied en 2016 le programme de coopération climatique internationale. Et ce programme, vraiment, c'est pour soutenir les efforts en changement climatique dans les pays du Sud, qu'on appelle, je ne sais plus si on les appelle les pays du Sud maintenant, mais c'est en Amérique latine et en Afrique et dans les Caraïbes. Donc ça, au niveau de ce programme-là, il y a une coopérative québécoise qui s'appelle Socodevi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils sont à Bengouro. Et vraiment, ils travaillent avec des pépinières. Ils ont mis sur pied des pépinières cacaoyers. C'est vraiment bien. Ça a touché plus de 3000 ménages, principalement des femmes. Donc, c'est un projet très concret qu'on est vraiment très fiers d'appuyer. On l'appuie avec le gouvernement fédéral aussi qui les appuie. Donc, c'est vraiment très, très bien comme... La question était comment vous avez posé. Non, moi j'allais juste demander en fait comment est-ce que ces pays africains réagissent justement face à cette problématique. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu justement? Mais ils sont les plus impactés, Oui. même si ce n'est pas eux qui polluent, mais malheureusement, c'est les pays les plus impactés. Donc pour nous, c'est important. La sensibilisation, c'est beaucoup, on met beaucoup d'emphase sur la sensibilisation. Donc, Socodevi, c'est ça qu'ils font. Ils font des écoles de sensibilisation pour vraiment sensibiliser les femmes à ce changement climatique parce qu'ils ne réalisent pas, en fait, pourquoi on nous c'est impose, pour ça que je posais cette question. Oui. Oui. Alors pour revenir à ma question, c'était justement comment se fait le choix des projets que vous financez? On va dire, là, par exemple, vous avez choisi Socodevi, mais je parie que lorsque vous avez lancé l'information, vous avez un bon nombre de projets. Pourquoi avoir choisi celui-là par rapport à un autre? Sur quels critères en général vous les choisissez? Ça, c'est vraiment un programme qui est mis sur pied au Québec. Très bien. Et puis, il y a le programme avec les objectifs, c'est quoi les conditions et tout. Donc, ils appliquent dessus. Et puis, ils sont sélectionnés parmi d'autres projets, d'autres promoteurs. Donc, c'est très, très sélectif, c'est sûr. Mais c'est un projet qui est sur des millions de dollars. Là. Très bien, c'est important de le dire. Est-ce que vous distribuez des bourses d'études au niveau du Bureau au Québec? Des bourses d'études. Alors là, le programme d'initiative locale, il est possible effectivement de donner une bourse à quelqu'un. Cette année, on ne l'a pas fait parce que, bon, avec la COVID, les universités sont fermées, c'est un peu délicat. Mais sinon, oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Est-ce qu'on a beaucoup d'étudiants ivoiriens au Québec? Oui, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Mais en fait, nous avons un programme de bourse avec le gouvernement du Québec. Il y a une entente, d'ailleurs c'est public. Hein. Le gouvernement du Québec offre des bourses à certains étudiants sous certaines conditions, mais en fait, il l'offre au gouvernement ivoirien. Et puis, c'est le gouvernement ivoirien qui gère ces bourses-là. Je pense que c'est géré au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est pas le bureau du Québec? Non, non, non. Nous, par exemple, on donne 15 places. Je dis juste un chiffre, là, ça ne veut pas dire que c'est ça pour la Côte d'Ivoire, mais on donne un certain nombre de places et puis là, le gouvernement gère ça. Très bien. Au niveau des étudiants. Madame Marliba, aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2021 et donc on démarre la deuxième édition de la Foire des jeunes pour le recyclage des déchets à laquelle le bureau prend part et une part active. Quel est l'objectif visé par cet événement? Ben, en fait, l'objectif, c'est vraiment la réduction des déchets, des déchets dans un objectif de réduction des gaz à effet de serre. Nous, on avait participé à la première édition déjà et puis c'était très, très concluant. Ça a été très bien reçu au niveau du Québec, parce qu'il y a l'IFDD aussi qui finance, l'IFDD qui est le principal bailleur de fonds. L'IFDD, c'est un organe de l'OIF et nous, ils font partie, ça a été créé à Québec.
Donc, ça fait partie intégrante du gouvernement du Québec, en fait. Il faut dire que ces projets, pour la première édition, en tout cas l'édition précédente, ont été très bien accueillis par le Québec. Mais un an plus tard, quel est le bilan au plan local? Est-ce que les populations ont pu ressentir, en tout cas, ces projets qui ont été présentés, l'impact de ces projets qui ont été présentés dans leur quotidien? Est-ce qu'il y a des start-up qui sont dans la récupération des déchets, qui ont fait des choses vraiment concrètes pendant cette année? Nous, en fait, lors de la première édition, on a rencontré je ne sais plus si c'est une start-up ou pas, je pense que ce n'est plus une start-up, recyclage. On les a rencontrés lorsqu'on faisait la visite des stands, puis moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'ils faisaient. Et puis, quand on a mis sur pied le programme d'initiative locale, ils ont présenté un projet que nous avons financé et qui consistait à nettoyer les plages à Gonzagueville, enlever tous les plastiques. Et puis, ils ont mis ça sur un site que nous sommes allés voir. Nous les avons financés et puis c'était très, très concluant. Donc ça, c'est un exemple concret de vraiment quelque chose qui découle de ça, parce que moi, si peut-être je n'étais pas allée là, je n'aurais pas vu concrètement ce que ces gens-là font pour m'intéresser à ce type d'activité-là. Mais pour cette édition, alors je crois que c'est plus de 300 entrepreneurs ou porteurs même d'initiatives sur la question qui sont attendus. Mais de quel type d'accompagnement exactement est-ce qu'ils bénéficieront? Ça, c'est la fondation. C'est au niveau de la fondation Magic System que je pense que c'est géré. Nous, à notre niveau, c'est vraiment au niveau des appels à projets, au niveau du programme d'initiative locale, au niveau de tous les programmes que nous pouvons avoir, surtout que nous sommes un gouvernement qui sommes axés beaucoup sur les changements climatiques. Cette année, le budget du gouvernement du Québec à dégager beaucoup de montants pour les changements climatiques. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est important ce terme-là pour nous. Donc, mais je ne sais pas à combien les projets sont financés ou pas. Excusez-moi, madame, en fait, de façon très claire, je pense que vous avez commencé... Je vous promets que c'est la dernière question. Je vous promets. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Ça tombe sous le sens parce que ça revient sur la toute première question. Vous êtes le bureau du Québec. Vous nous avez présenté à la question de Brissano, Québec, Canada, mais dans mon esprit, ce n'est pas très clair et j'aimerais bien comprendre. Le Québec, vous nous le présentez, déjà votre bureau, c'est un bureau de coopération, comme le font les gouvernements ou gouvernements. Vous nous présentez le Québec, mais est-ce que le Québec est une ville du Canada? Le Québec est une province libre? Le Québec est un pays? Le Québec fait partie du Canada, ok? C'est une province, c'est la seule province francophone du Canada, ok? Et comme je l'expliquais... Avec un gouvernement. Oui, chaque province a un gouvernement. Chaque province, on a le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Québec et tout. Donc, c'est comme aux États-Unis. Chaque État est quasiment autonome. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans les fédérations. C'est pour ça que je disais, pour bien gérer les choses, ils se sont partagés des compétences. Il y a des compétences qui sont fédérales, il y a des compétences qui sont provinciales. L'immigration, par exemple, c'est de compétences partagées entre le Québec. Le Québec sélectionne, choisit ses immigrants, mais le mot de la fin revient au gouvernement du Canada. Très bien. Merci Madame Marliba, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. Je pense qu'on a d'autres détails. Alors, je pense qu'on aura l'occasion, nous, de revenir donc, sur le site. De toute façon, et l'événement très simple aujourd'hui, Bureau Québec Abidjan. L'événement continue jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Okay. Voilà, donc je crois que l'adresse, au bas de l'écran, c'est inscrit au bas de l'écran, donc pour nos téléspectateurs. Donc ils pourront donc, pour des informations complémentaires, se référer donc à votre site. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. J'espère que vous avez la réponse à toutes les questions. Bien sûr. Sinon, écrivez-nous. Sinon, on vous écrira, exactement. C'est ce que j'allais dire. On va calculer sinon, on passera vous au Québec. Non, mais nos dates de vacances, je pense que c'est en été. On va commencer à placer ça. C'est ici qu'on va marquer notre pied à terre pour ce rendez-vous entamé à 20h. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.